Bienvenue dans le programme Temps de science. Aujourd'hui, nous interviewons le physicien Simone Baroni et parlons du temps quantique. Bienvenue Simone. Merci pour l'invitation. Et bienvenue à nos téléspectateurs. Simone, commençons, comme toujours, par quelques questions pour notre public. Mais bien sûr. Je regarde ici. Parfait. Le temps passe. À tout moment, le temps passe pendant que je te parle. Le temps passe pendant que je mange quelque chose. Et le temps passe alors que je ne fais rien. Est-il donc vrai que le temps passe indépendamment des choses, de ce qui se passe? Est-il vrai que le temps passe continuellement, un moment après l'autre? Que si je prends deux moments quelconques, aussi proches soient-ils l'un de l'autre, je peux toujours trouver un moment intermédiaire entre eux? Que le temps passe en continu et non par saut? Est-il vrai qu'au niveau fondamental de la nature, au niveau quantique, le temps continue de s'écouler? Que répondrais-tu à ces trois questions? Vrai ou faux? Je dirais que ce sont toutes des affirmations véridiques. C'est évident, n'est-ce pas? Eh bien, la science nous apprend que ces trois affirmations sont fausses. Attention, une partie de ce qui suit est basée sur la théorie de la gravité quantique à boucle, l'une des théories candidates pour la théorie de la gravité quantique. L'autre grand candidat est la théorie des cordes. Ni l'une ni l'autre n'a encore été confirmée ou niée. Sont-elles toutes fausses? Comment est-ce possible? Parce que le temps tel que nous le percevons est le résultat d'une vision inexacte de la réalité. C'est-à-dire que notre perception de la réalité est floue, dans le sens où nous ne sommes pas capables de saisir tous les détails du monde qui nous entoure. Par exemple, nous ne distinguons pas les molécules ou les atomes individuels dont nous sommes composés. En raison de ce flou, le temps de la réalité est différent du temps que nous percevons. Heureusement, le temps se fait par couches, c'est-à-dire qu'il possède de nombreuses propriétés et que nous pouvons les étudier une à une. Je vais te guider, une couche à la fois, et ensemble on comprendra ce qu'est le temps et pourquoi nous le percevons de cette façon. Nous le ferons une vidéo à la fois. Tu peux les regarder séparément dans l'ordre que tu veux, si tu as le temps. Bien sûr. Aujourd'hui, nous atteignons la couche la plus intime du temps, le temps quantique. C'est là que se cache le vrai visage du temps. Le point le plus choquant pour moi est peut-être que le temps ne passe pas indépendamment des choses. Qu'est-ce que cela signifie? Et quel est le rapport avec le temps de la gravité quantique? Bonne question. Voici le plan d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons comprendre ce qu'est le temps selon la relativité générale d'Einstein. Ensuite, nous ajouterons les propriétés quantiques du temps. Nous fusionnerons l'espace-temps d'Einstein avec la mécanique quantique. Enfin, nous comprendrons ce qu'il reste du monde que nous connaissons une fois que nous aurons découvert le vrai visage du temps. Alors, par où commençons-nous? Par Einstein? Commençons par Newton. Newton a écrit dans son livre Principia: il y a un espace et un temps absolu et réel. Le temps absolu s'écoule de manière régulière, sans être influencé pour quoi que ce soit d'extérieur. Mais en fin de compte, il ne s'agit que de suppositions faites par Newton. Tu veux dire que nos conceptions de l'espace et du temps proviennent de suppositions de Newton, et non de l'observation? Exactement. L'idée d'espace et de temps absolu n'est pas basée sur des observations de la nature. Ce sont des hypothèses de Newton. Et ces idées d'espace et de temps absolu ont fait leur chemin dans l'imaginaire collectif, pour ainsi dire, et elles nous semblent naturelles, évidentes. C'est dans les livres, ils nous apprennent à l'école, ils nous apprennent que les choses évoluent avec les temps absolus, n'est-ce pas? Mais la théorie de Newton, aussi puissante qu'elle ait pu être, avait ses défauts, et Newton lui-même en était conscient. Par exemple, comment la Terre peut-elle attirer la Lune à distance, c'est-à-dire sans contact, et avec effet immédiat? C'est ce que les physiciens appellent l'action à distance. La solution à ce problème est fondamentale pour comprendre ce qu'est le temps. La solution est apparue à la fin du XIXe siècle grâce à deux brillants scientifiques, Faraday et Maxwell, qui découvrent l'existence du champ électromagnétique, c'est-à-dire que les corps électriques et magnétiques créent un objet réel qui pénètre dans l'espace, appelé champ électromagnétique. C'est le champ qui agit sur les objets distants, qui leur applique une force. Ainsi, par exemple, un aimant déplace l'aiguille d'une boussole ou oriente la limaille de fer le long de certaines lignes. Ce n'est pas l'aimant qui fait cela. Il s'agit du champ généré par l'aimant. Il y a aussi le champ gravitationnel, généré par tous les corps ayant une masse. Par exemple, la Terre génère un champ gravitationnel
Et c'est le champ gravitationnel de la Terre qui attire cette boule vers le centre de la Terre. Le champ gravitationnel est réel et une fois créé, il a une vie propre par rapport au corps qu'il a généré. Un exemple, si le Soleil disparaissait soudainement, la Terre ressentirait son attraction gravitationnelle pendant encore 8 minutes, juste assez longtemps pour que le champ créé par le Soleil nous atteigne à la vitesse de la lumière. Et pourquoi cette notion de champ est-elle importante pour comprendre ce qu'est le temps? Il est temps qui monte sur scène Albert Einstein. Mais il est partout cet Albert Einstein. En 1905, Albert Einstein a développé la théorie de la relativité spéciale, c'est-à-dire la théorie de la relativité qui n'inclut pas la gravité. Et il montre que l'espace et le temps sont les deux faces d'une même médaille, ce que nous appelons l'espace-temps. L'espace-temps et le champ gravitationnel étaient deux concepts distincts. Mais Einstein se rend compte qu'il y a un problème. En fait, qu'il y a deux problèmes. Comment pouvons-nous inclure la gravité dans la théorie de la relativité spéciale? 2. Quel est cet espace dans lequel nous nous déplaçons? Quel est son rôle? Que fait-il? Il reste là comme une grosse boîte. Et qu'est-ce que le temps? Encore plus mystérieux. Bref, qu'est-ce que l'espace et le temps? Une théorie sur l'espace-temps devrait répondre à ces questions, n'est-ce pas? Et en 1915, enfin, quand Einstein publie la théorie de la relativité générale, qui inclut la gravité, il démontre que l'espace-temps est le champ gravitationnel et que le champ gravitationnel est l'espace-temps. Simonet, faisons une petite pause. Nous sommes donc en mesure de répondre à l'une des premières questions, n'est-ce pas? Exactement. Le temps a perdu son indépendance. En fait, le monde est fait de champs. Les champs de Dirac sont les particules dont la matière est constituée. Les champs électromagnétiques sont la lumière, l'interaction électrique, l'interaction magnétique et le champ gravitationnel qui est la force de gravité. Mais maintenant, nous savons qu'il s'agit de l'espace-temps lui-même. L'espace-temps interagit donc avec le reste du monde. Simonet, qu'est-ce qui change quand on prend en compte les propriétés quantiques du temps? Et avant cela, pourquoi le temps devrait-il avoir des propriétés quantiques? Passons au deuxième point de notre plan. Tu vois, tous les champs ont des propriétés quantiques. Les champs sont faits de quanta et à de très petites échelles quantiques, le monde est régi par les règles de la mécanique quantique. Et quelles sont ces règles quantiques? La mécanique quantique nous apprend qu'à l'échelle microscopique, la nature possède les trois propriétés suivantes, qui s'appliquent donc aussi au champ gravitationnel et donc à l'espace-temps. Granularité, indéterminisme, relation. Magnifique. Attention, comme on l'a dit, une partie de ce qui suit est basée sur la théorie de la gravité quantique à boucle. J'utiliserai également l'interprétation relationnelle de la mécanique quantique, mais les conclusions restent les mêmes dans d'autres interprétations de la mécanique quantique. Commençons par la première propriété, la granularité. La mécanique quantique nous apprend que le monde est fait de quanta. Qu'est-ce que cela signifie? Imagine que tu entres dans un théâtre par une rampe. Tu peux décider de t'arrêter n'importe où le long de la rampe, à n'importe quelle hauteur. En d'autres termes, toutes les valeurs de la hauteur sont possibles. En mathématiques, nous appelons cela une valeur continue, précisément parce que toutes les valeurs de la hauteur sont possibles. Si tu prends les escaliers, par contre, tu ne peux t'arrêter qu'à la hauteur de chaque marche. On ne pourrait pas s'arrêter à la moitié d'un pas, parce qu'on retomberait sur les précédents. Dans ce cas, les valeurs sont quantifiées. Autrement dit, seulement quelques valeurs de la hauteur sont autorisées. Telle est la signification de quantifié ou granulaire. Qu'est-ce que cela signifie pour le temps? Tout d'abord que le champ gravitationnel est constitué de quanta de gravité précisément. Et deuxièmement, qu'il y a un saut temporel minimum. En d'autres termes, il ne peut y avoir des sauts temporels plus petits que ce minimum, qui équivaut à 10 à la puissance moins 44 secondes. Un temps extrêmement petit, et tellement petit que nous ne pouvons pas le percevoir avec nos sens. Et l'être humain, quel saut temporel peut-il distinguer avec ses sens? L'être humain peut distinguer des sauts temporels d'environ un dixième de seconde. Un quantum est 43 ordres de grandeur plus petit. L'espace et le temps possèdent également deux autres propriétés quantiques très importantes, l'indéterminisme et les relations. On le voit tout de suite. Ici, le temps devient vraiment très étrange. Prenons l'exemple d'un électron. Supposons qu'au point A et au point B,
nous puissions localiser l'électron parce que nous observons sa position avec un instrument. Et supposons que nous observions d'abord l'électron au point A à un moment donné. Plus tard, on observe à nouveau et l'électron se trouve au point B à un autre endroit et à un autre moment. Mais que se passe-t-il entre A et B? L'électron ne va pas de A à B selon une trajectoire bien définie dans l'espace et le temps. C'est comme si l'électron, pour aller de A à B, passait pour tous les chemins possibles pour atteindre B. C'est pour ça qu'on dit que l'électron s'ouvre dans un nuage quantique. Un nuage sur tous les chemins possibles pour arriver au point B. Cela signifie-t-il que lorsqu'il n'est pas observé, l'électron se trouve dans plusieurs états possibles à la fois? Exactement. On dit aussi que l'électron est dans une superposition d'états. Cela veut dire que son état n'est pas défini. Donc, l'électron est ici et maintenant. Puis jusqu'à la prochaine interaction, il n'a pas d'état défini. Ses propriétés ne sont pas définies. Elles sont dispersées sur toutes les valeurs possibles. Puis il interagit avec quelque chose d'autre et l'électron est à nouveau défini. Puis à nouveau indéfini jusqu'à la prochaine interaction. Qu'est-ce que cela signifie pour le temps? Eh bien, le champ gravitationnel est l'espace-temps, nous l'avons vu. Et donc l'espace-temps est fait des quanta de gravité, qui ont les propriétés quantiques de l'indéterminisme et des relations. Qu'est-ce que cela signifie? Que, entre une interaction et l'autre, des quanta de gravité et des quanta de matière ou de lumière, par exemple, il n'y a pas d'espace-temps défini, précis. Simonet, pour mieux comprendre ce point, tu m'avais dit avant de passer à l'antenne qu'on peut visualiser l'espace-temps quantique. Mais comment? Bien sûr. Imagine le quanta de gravité à un moment donné de cette façon. À un moment donné signifie qu'on ne prend en compte que les propriétés spatiales. Nous verrons dans un instant quelles sont les propriétés temporelles de ces quantas de gravité. Chaque quantum de gravité est en contact avec d'autres quantas, comme tu le vois ici, et leur volume est quantifié. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est le temps quantique, ce sont les connexions entre ces quantas de gravité. Les points rouges représentent les quantas, et les connexions sont représentées par les lignes reliant les points rouges. Le point fondamental est que les quantas de gravité interagissent les uns avec les autres. Concentrons-nous donc sur les interactions. Ceci est ce qu'on appelle un réseau de spin. Spin est simplement un nom pour indiquer un certain objet mathématique qui décrit ces connexions entre les quantas. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il existe déjà une vidéo dans laquelle Simonet parle en détail de ces quantas de la gravité dans l'espace. C'est vrai, et j'avais aussi beaucoup de cheveux dans cette vidéo. Maintenant, nous nous concentrons sur le temps, n'est-ce pas? C'est exact. Prenons un réseau de spin représentant l'espace quantique et transformons-le en espace-temps quantique. Premièrement, simplifions un peu les choses. Par exemple, avec un simple réseau comme celui-ci, avec seulement 3 quantas de gravité. En interagissant les uns avec les autres, les quantas changent leur réseau, par exemple de cette manière. Attendons que les quantas de gravité interagissent encore plus. Leur structure change. Nous pouvons la représenter de cette manière. Ça ressemble à de la mousse de savon, et c'est pour ça qu'on l'appelle mousse de spin. Alors que le réseau de spin représente les quantas de gravité dans l'espace, la mousse de spin représente les quantas de la gravité à la fois dans l'espace et dans le temps. La mousse de spin représente l'espace-temps. Il ne nous reste plus qu'à relier cette mousse de spin à l'indéterminisme et aux relations, et nous aurons compris ce qu'est l'espace-temps et donc le temps quantique. Revenons à l'exemple de l'électron. La situation initiale et finale est claire. L'électron commence à A et se termine à B. Pour l'espace-temps, il existe une situation initiale des quantas de gravité et une situation finale, tout comme l'électron, lorsqu'il n'interagit avec rien, s'ouvre sur un nuage quantique sur tous les chemins possibles, même l'espace-temps devient indéfini et s'ouvre sur toutes les mousses de spin qui ont cet état initial et final précis. Chacun de ces espaces-temps possibles est une mousse de spin. Mais alors, qu'est-ce qui arrive aux quantas de gravité et de matière entre une interaction et une autre? C'est-à-dire, ces quantas existent-ils entre une interaction et l'autre? Bonne question. La gravité quantique a motivé Carlo Rovelli, l'un des fondateurs de la gravité quantique à boucle, à formuler ce que l'on appelle la mécanique quantique relationnelle, c'est-à-dire une soi-disant interprétation de la mécanique quantique. C'est une interprétation de la mécanique quantique qui va un peu plus loin que l'interprétation que Bohr et Heisenberg avaient développée au début de la mécanique quantique. Selon la mécanique quantique relationnelle, ce ne sont pas les choses qui existent, mais ce sont les interactions entre les quantas qui existent.
Les événements parmi les quanta. Le monde est fait d'interactions, de processus, et de ces interactions naissent les choses, tout comme proviennent l'espace et les temps de l'interaction de quanta de gravité. Un point vraiment intéressant. Il s'agit de ce qui est réel, en définitive. J'aurais une question. Donc le temps, l'espace-temps, d'où vient-il? Bien, nous avons dit que les mousses de spin sont l'espace-temps. Elles n'évoluent pas dans l'espace et les temps. Elles sont elles-mêmes l'espace-temps. Chaque centimètre cube d'espace et chaque seconde qui passe sont le résultat de cette mousse dansante de minuscules petits quanta. Cependant, nous, les humains, sommes clairement des êtres qui vivent dans le temps. Comment passer du temps quantique, éphémère, au temps que nous vivons tous les jours? Pour citer Carlo Rovelli, le temps que nous percevons est comme un lac alpin, calme et transparent. Nous voyons une surface d'eau lisse, bien définie, mais en réalité elle est faite par un tourbillon de myriades de molécules d'eau qui se déplacent follement dans toutes les directions. De manière similaire, l'espace-temps que nous percevons émerge de notre point de vue et nous ne percevons pas l'interaction entre les quanta individuels de gravité. L'espace-temps courbe de la théorie de la relativité générale d'Einstein émerge, jaillit d'un pullulement continu de quanta de gravité qui interagissent entre eux avec les autres quanta dont le monde est fait. L'espace-temps est une fluctuation microscopique, permanente et folle de mousse de spin. Simonet, merci beaucoup pour cette belle conversation sur le temps quantique. Merci encore à vous pour l'invitation. Abonne-toi à ma chaîne ici maintenant et nous explorerons ensemble toutes les différentes propriétés du temps. Nous comprendrons enfin ce qu'est le temps, pourquoi nous le percevons de cette façon, et d'une certaine manière, étant des êtres dans le temps, nous nous comprendrons aussi mieux nous-mêmes. Ciao!